jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Stranger Things, qui est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus. Il est parti d'environ 1 heure. Dans Stranger Things, on incarne un des différents personnages de la série pour la saison 1 ou la saison 2. Ça, c'est le plateau pour la saison 1, mais au verso, c'est la saison 2. Le principe est le même là, dans les deux saisons. C'est juste que les ennemis sont différents puis il y a des petites particularités dans les actions. Sinon, le but du jeu, c'est vraiment de sauver Will, en fait. Et pour sauver Will, il va falloir réussir à vaincre les piles de jetons qui sont ici. Puis dans ces jetons-là, c'est des jetons comme ici, avec des chiffres dessus. Fait qu'il va falloir faire des actions pour vaincre les chiffres. C'est juste qu'on ne sait pas exactement quelle valeur qu'il y a dans chaque pile. Fait qu'il y a un petit côté prise de risque. Puis pour jouer à notre tour, mais on va pouvoir se déplacer d'un nombre d'emplacements par rapport à notre personnage. Chaque personnage a des habilités différentes, ils ont des pouvoirs spéciaux, mais ils ont des habilités comme Nancy, elle peut se déplacer d'une case, tandis qu'il y a d'autres personnages qui peuvent se déplacer de 2. Fait qu'on peut se déplacer pour faire des actions. Puis les actions, ça va être comme on peut se reposer parce que dans ce jeu-là, au lieu d'avoir des dommages ou des pertes de vie, c'est qu'on devient de plus en plus terrifié. Donc, on peut aller faire des actions pour se calmer. On peut aller faire des actions pour fouiller, pour trouver des meilleurs objets pour s'aider. C'est tous des objets qui ont rapport un peu à Stranger Things qu'on a vu dans les 2 premières saisons. Fait que c'est vraiment des beaux clins d'œil. Sinon, on peut aller chercher des alliés aussi pour nous aider avec des habilités spéciales. Encore une fois, c'est tous les personnages qu'on a vus dans la saison 1 et 2. Il y a les patrouilles qui vont nous empêcher de faire des actions. Fait qu'il va falloir soit vaincre en attaquant leur pile, ou on peut se servir aussi de 11 pour activer des pouvoirs vraiment spéciaux et très, très, très puissants, mais seulement qu'une fois par partie, malheureusement. Puis pour faire ça, il va falloir aussi réussir à vaincre ces cases-là, ces tuiles-là. Comment on fait pour les vaincre? C'est qu'à notre tour, on va avoir des cartes actions dans nos mains, comme ça, qui ont des numéros dessus. Et quand on veut faire une action, peu importe, comme si je veux fouiller par exemple, il va falloir que je joue une action. Fait que si je joue une carte avec le 2, je vais pouvoir piocher 2 cartes et en choisir une. Si je décidais de jouer 2 cartes, j'aurais pu en piocher 4 puis en choisir une. C'est le même principe pour les actions qui ont des jetons dessus. Fait que si par exemple, je réussis à me rendre dans un endroit pour sauver Will, puis je veux essayer de sauver, mais là, je vais jouer mes cartes. Fait que par exemple, j'aurais une valeur totale de 2, 4, 6, 8, 10, 9. Fait que je pourrais mettre mes cartes ici et là, je dévoile. Et si le total dépasse 9, là, je vais réussir. En fait, si le total de mes cartes vainc le total des jetons, mais je vais remporter. Dans les piles de Will, il va y avoir des jetons de Demogorgon. Puis ça, là, ils prennent la valeur du nombre de piles qui va être sur le plateau dans la section Demogorgon. Fait que ça, c'est encore là, c'est pour ça que c'est un jeu très coopératif. Il va vraiment falloir s'occuper un peu du Demogorgon pour essayer de l'affaiblir, pour nous aider à mieux sauver Will, mais en même temps, il faut aller se guérir. Fait qu'il y a plusieurs petites actions qu'on peut prendre. Puis, des aspects aussi, le fun, c'est que les cartes actions, quand ils ont des symboles walkie-talkie dessus, si on est sur la même case qu'un autre joueur, mais c'est un bonus de 1 pour notre action. Fait que ça peut grandement nous aider justement à bien planifier. Et à l'inverse, quand ils ont des symboles danger dessus, c'est qu'à la fin de notre tour, selon la manche, l'acte en cours, il va falloir piocher un nombre de cartes événements. C'est malheureusement toutes des cartes événements un peu négatifs. Et le nombre, ça fait que si je suis dans l'acte 1, je vais plus le nombre de dangers. Là, j'en aurai 3. Mais là, je vais devoir piocher 4 événements que je vais résoudre un à la fois. Puis les événements, ça va être le Demogorgon se déplace, ça nous fait une peur. Ça déplace les patrouilles. Ça rajoute des piles parce que le Demogorgon se nourrit. Fait que ça rajoute des piles dans le Demogorgon. C'est vraiment un genre de jeu que ça va tout le temps de mal en pire. Sauf que là, tranquillement, on va réussir à sauver Will. Donc, Stranger Things, c'est un très bon jeu coop. Il est quand même assez facile à prendre en main. Il est difficile à gagner, mais pas frustrant. Ça arrive souvent très, très serré. La dernière partie qu'on a gagnée, c'était on essaie ou qu'on mourait parce qu'on avait 2 personnes qui étaient à la limite d'être terrifiées. Puis on n'était pas certain qu'on avait assez pour sauver Will, mais on est arrivé pile. Fait qu'il y a vraiment le côté prise de risque dedans est très, très satisfaisant. Le thème est bien présent dans le jeu aussi. Fait que c'est un très bon jeu coop familial qui est Stranger Things. On a aussi essayé Motu, qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs pour 9 ans et plus. Il est parti d'environ 30 minutes. C'est un jeu de placement de
cartes, ou ça pourrait être des tuiles, mais là, dans ce cas-ci, c'est des cartes, et réalisation d'objectifs. Dans Motu, chaque joueur va essayer de créer sa petite île comme ça. Puis pour faire ça, au début de notre tour, il va falloir choisir une carte qui est dans le marché. Elle, à droite, est toujours gratuite. Et si on veut aller en chercher d'autres, il va falloir payer des noix de coco. Fait que si par exemple, je vais aller chercher la deuxième carte, ou la troisième, je vais payer une noix de coco sur chacune pour gagner la carte. Et les cartes se tassent et on ajoute une nouvelle carte pour remplir le marché comme ça. Évidemment, si on prend une carte qui a des noix de coco dessus, on va gagner. C'est la seule façon de gagner des noix de coco réellement dans le jeu. Quand on pose les cartes sur notre jeu, il faut toujours cacher au moins un symbole et que les types de terrain fit dans le sens que si je mets la forêt, ça peut être dans la forêt, mais il faut que la plage se continue aussi. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais la placer comme ça, par exemple, ou je pourrais aussi la placer comme ça fonctionnerait. Lorsque la pioche va être vide, on va faire un premier décompte de points. On va faire 3 décomptes de points. C'est ça qui rend le jeu quand même vraiment intéressant, c'est qu'on choisit nous-mêmes la façon de compter nos points. Mais en fait, on choisit dans l'ordre qu'on va faire le décompte. Pour la première manche, on va en choisir seulement qu'un décompte parmi les 6. La deuxième manche, on va en choisir 2. Et la troisième manche, on va en choisir, on va prendre les 3 autres qui restent. Et la façon de faire des points, ça aussi, c'est intéressant, c'est que si on peut faire 2 points par pêcheur, fait que dans ce cas-ci, j'ai 2 pêcheurs, mais ça, c'est à condition que j'ai plus ou égal de poissons que de pêcheurs. Fait qu'il faut vraiment bien agencer nos symboles pour que tout fitte ensemble. Pour ça, on peut faire, mettons, 3 points par chasseur, à condition qu'on a plus d'animaux ou égal au nombre de chasseurs. Dans mon cas ici, je n'avais pas de chasseur. On peut faire aussi 4 points par navire, mais à condition qu'on a de la forêt égale ou supérieure. Comme dans mon cas, j'ai seulement 2 forêts, mais j'ai 3 navires, donc je ne pourrais pas compter ces points-là. C'est vraiment à faire attention, mais à bien balancer, surtout dans la Par exemple, il avait été plus comme ça, mais là, j'aurais fait 5 points pour mon volcan. Fait qu'on peut en mettre plusieurs comme ça autour de notre village pour faire le maximum de points. Donc, Motu, c'est un jeu de réalisation d'objectifs, placement de cartes bien original. Surtout, j'ai particulièrement aimé la mécanique qu'on choisit à quel moment qu'on fait notre décompte. Fait que ça fait vraiment un beau casse-tête d'optimisation. On essaie de se placer au bon moment puis tout en prévoyant les prochains tours aussi. Puis ça reste très simple, facile à prendre en main dans une petite boîte. Donc, c'est Motu. On a aussi essayé la nouvelle version de Medieval Academy, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de draft, de course sur plusieurs pistes en même temps. C'est un jeu qui existait déjà il y a plusieurs années dans une plus petite boîte. C'était des petits plateaux séparés. Là, c'est un format plus familial avec un gros plateau. Dans Medieval Academy, on voit qu'il y a plusieurs pistes de course, de score, en fait, éparpillées autour du château. Et selon les manches, ils vont compter à différents moments. Par exemple, les 2 pistes jaunes, ils comptent à la fin de chaque manche. La piste verte, elle, c'est qu'à la fin de la troisième manche, on va compter, si on s'est rendu à ce niveau-ci, on va faire 6 points, mais si on s'est rendu à ce niveau-ci, on va faire 12 points. Donc, ce n'est pas une course, c'est vraiment s'être rendu ici. Tandis que les pistes jaunes, c'est vraiment la personne la plus loin va faire des points, la personne en deuxième position va faire un peu moins de points. Il y a des pistes que eux, c'est des points négatifs, en fait. La piste mauve, par exemple, elle, on fait le décompte à tous les tours, sauf que la personne qui est en dernière position va perdre des points. Beaucoup plus de points. La personne en avant-dernière position va en perdre un peu moins. Donc, c'est à bien balancer. La piste orange, elle, est vraiment le fun parce que la personne en tête va pouvoir choisir un autre jeton puis faire avancer sur ses pistes. Tandis que les pistes sur les tours ici, ça, c'est des pistes qu'on compte seulement qu'à la fin de la partie. On a la piste ici qui est très, très, très positive pour le joueur en première position. Et on a une pièce ici, la pièce ici est très négative pour le joueur en dernière position. Donc, il faut tout balancer ça dans la partie. Et pour jouer, mais le principe est super simple. Au début de chaque manche, on va avoir 5 cartes qui ont les couleurs des différentes pistes. Et on commence par faire un draft. Un draft, c'est qu'on va choisir une carte qu'on veut garder. On va passer notre main à notre voisin. On va échanger nos mains comme ça jusqu'à temps qu'on reconstruit notre main pour avoir 5 cartes. Et la manche, on va en jouer 4 de ces 5-là. Fait que selon le symbole et la couleur, mais on va avancer sur les différentes pistes. Fait que si par exemple, à mon tour, je choisis une carte,
comme le 4 ici, mais je vais pouvoir avancer de 4 sur ma piste. 1, 2, 3, 4. Fait que c'est vraiment simple comme ça. Il y a l'aspect aussi parce qu'on joue quand même assez serré. Donc, pour le bris d'égalité, un joueur qui est sur le dessus va remporter l'égalité. Fait qu'on essaie toujours de jouer les pistes qu'on pense que on a un plus petit chiffre parce qu'on peut embarquer sur l'autre joueur. Donc, c'est vraiment c'est des choix un peu déchirants, mais c'est vraiment le fun. Donc, Medieval Academy, c'est un jeu familial qu'on adore, vraiment le fun. C'est simple à prendre en main, c'est simple à comprendre, mais c'est une belle stratégie quand même. Puis on essaie de. C'est un petit côté un peu prise de risque parce qu'on essaie de prévoir qu'est-ce que les autres joueurs vont aller, sur quelle piste ils vont aller aussi. Puis on a quand même plusieurs choix de pistes. On accepte de prendre un peu de négatif pour aller mieux sur une autre piste. Donc c'est vraiment le fun, très bon jeu qui est Medieval Academy.